C'est devenu un mot, c'est devenu un symbole qui permet de traduire un ensemble de transformations profondes dans lesquelles on s'engage au Québec, qui font l'objet d'une accélération en ce moment. Ces transformations-là sont rattachées à, je dirais, un processus beaucoup plus global et plus lent. Et j'aimerais un peu faire une présentation qui fait le va-et-vient entre l'austérité, quelque chose de très rapide, quelque chose qui frappe, qui nous étourdit, et un plus long processus de transformation dont l'austérité est un moment d'accélération. Je vais y aller en 4 points. Je vais commencer par essayer de définir l'austérité avec vous, pour ensuite regarder les impacts. Je pense qu'on les connaît, mais peut-être c'est intéressant de souligner quelques impacts particuliers. Et après, je dirais, troisième partie plus ambitieuse, où je vais situer l'austérité dans un mouvement beaucoup plus long, beaucoup plus lent de transformation depuis 20-30 années du rapport entre l'État, la société et l'économie, ce qu'on appelle le néolibéralisme, pour finir avec au nom de quoi résistons-nous à l'austérité? Et c'est pour moi la question la plus importante, mais la plus compliquée aussi. Je suis très content de faire ça ici dans un théâtre parce que la question de l'austérité, c'est une question culturelle et pas dans un sens très, pour moi, précis. On nous a invités à faire partie d'une révolution culturelle en 2010. C'est Raymond Bachand qui a formulé le premier budget d'austérité je dirais, de ces nouveaux budgets d'austérité que nous vivons depuis la crise de 2008. Et il a situé cet effort à l'intérieur de ce que lui appelait une révolution culturelle. Et je crois que nous devons mener, depuis ce temps, une guerre culturelle. Une guerre sur le sens des mots, une guerre sur le sens de ça veut dire quoi être une société, de ça veut dire quoi être un citoyen, de ça veut dire quoi, c'est quoi les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de l'avenir économique et culturel du Québec. Et donc, c'est un conflit qui se déploie sur le terrain des représentations, du sens des significations. Et malheureusement, et c'est un peu ce que je disais dans un article qui a été dans Liberté et ramassé dans le petit ouvrage L'austérité au temps de l'abondance, c'est malheureusement une guerre culturelle qu'on était en train de perdre, en fait. Qu'on était en train de perdre, mais je crois je sens que ça tourne depuis cet automne. Je sens que tout à coup, juste le fait qu'on puisse nous imposer le mot austérité dans le débat public est signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Le fait que, même si je ne suis pas un très fan de la TV, mais le fait que le bye-bye s'ouvre sur la question de l'austérité montre qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est un mot qui canalise finalement une certaine résistance. Ce n'est pas un mot que le gouvernement va utiliser. Et c'est un mot qu'on va devoir redéfinir. Redéfinir, entre autres, parce que, on le voit, on atteint l'équilibre budgétaire cette année. On l'avait atteint, en fait, à l'automne. Sur le plan comptable, c'était réglé. On l'atteint maintenant. On annonce l'atteinte. Et on s'engage dans des années où le gouvernement du Québec va avoir des surplus budgétaires. Et donc, l'austérité va prendre un nouveau visage. On va continuer à comprimer dans les dépenses publiques pour faire des cadeaux à droite et à gauche, et surtout à droite plus qu'à gauche. Et donc, il va falloir donner un nouveau sens, il va falloir transformer cette question d'austérité. Alors, je vais commencer par essayer de la définir avec vous. Une définition très étroite. Pour un économiste, c'est quoi un budget d'austérité? C'est quoi un gouvernement qui s'engage dans des mesures d'austérité? Eh bien, ça renvoie à un gouvernement dont les dépenses globales dans l'économie sont comprimées. Donc, plutôt que de laisser les dépenses croître avec l'économie et avec la population, c'est les deux donnes qu'on a. On a d'un côté une économie qui croît, qui a une croissance, plus d'activité, plus de richesse, plus d'emplois, plus de consommation. On peut questionner tout ça, et je vais le faire en fin de conférence, mais on peut questionner tout ça, mais bon, c'est la façon dont fonctionne une économie capitaliste avancée. Et de l'autre côté, plus de population, c'est-à-dire que notre démographie, même si elle n'est pas galopante, elle est somme toute, positive. Il y a donc à chaque mois, à chaque année, un peu plus de Québécois et de Québécoises.
Faire de l'austérité, c'est de ralentir les croissances des dépenses du gouvernement par rapport à cette croissance de l'économie et de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de dollars dans l'économie publique par rapport, pour chaque Québécois, premièrement. Donc, chaque Québécois se divise et Québécois se divise a une part de moins en moins importante de dépenses publiques. Et d'autre part, l'économie croît plus vite que l'État. C'est la définition très stricte. Même, je peux la donner de manière très précise. Ça veut dire que la croissance des dépenses publiques est en deçà de l'inflation. Dans cette situation-là, on réduit la marge de manœuvre financière de l'État. Alors, dans le budget qu'on vient de nous présenter, on nous présente des dépenses en santé de 1,4 %. L'inflation risque d'être à 1,5, 1,6 pour l'année qui vient. Ça veut dire que tout le réseau de la santé va devoir diminuer, comprimer ses dépenses. Dans le secteur de l'éducation, 0,2 % de croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, avec une inflation, mettons, de 1,7, ça veut dire que les dépenses en éducation vont diminuer de 1,5 %. Donc, ça veut dire qu'il va falloir dépenser moins. Comme si on vous baissait votre salaire, comme si on vous annonçait que vos salaires vont baisser de 1,5 %. C'est ça que ça veut dire très concrètement. Vous devez donc dire, bien, où je coupe. Et tout le reste du fonctionnement de l'État subit la même médecine à des degrés divers. Alors ça, c'est une définition, je dirais, quantitative. Sur le plan qualitatif, qu'est-ce qu'implique, sur le plan qualitatif, ce type de gestion de l'État? Ça implique des bouleversements. Ça implique, évidemment, des compressions de dépenses courantes, des choix à faire. On ne va pas acheter telle chose. On ne va pas réparer tel système qu'on utilise. On ne va pas ce nouvel équipement qu'on pourrait acheter parce qu'ailleurs, on l'achète. Eh bien non, on ne l'achètera pas. Ça veut aussi dire tel programme, on va le supprimer. Tel service qu'on livre à la population, l'aide aux devoirs, par exemple. Mais non, on ne peut plus. Et donc, on doit couper. Ça veut dire aussi que, de manière générale, les gens qui travaillent dans le secteur public, non seulement ont moins de moyens, mais eux-mêmes, on leur dit, écoutez, vos salaires, ben non, ça ne peut plus suivre l'économie. Vous devez accepter de gagner moins à chaque année à mesure que l'économie croît. Il y a une croissance économique certes anémique, mais vous, travailleurs et travailleuses du secteur public, eh bien, vos salaires sont bloqués et donc vous allez voir votre pouvoir d'achat, votre niveau de vie diminuer d'année en année à mesure que l'économie croît. Alors ça, c'est, je dirais, les effets immédiats des politiques d'austérité. Ces politiques d'austérité, comme le répètent incessamment à la fois les Tao et Coiteux, ce n'est pas quelque chose qui est rattaché directement à l'atteinte de l'équilibre budgétaire. C'est quelque chose de durable qu'ils veulent amener. Hein? Si vous regardez le budget qui vient d'être annoncé jeudi, on nous présente sur les 4 prochaines années une stabilisation de ces taux de croissance des dépenses publiques. Et donc, c'est un effet à long terme qu'on cherche. Alors, cet effet à long terme, j'aimerais le regarder avec vous un peu. On va passer donc à l'austérité dans un sens plus large. Et évidemment, on va en entendre parler par d'autres aujourd'hui et demain. Evelyne va nous parler de l'impact, des impacts très ciblés par rapport, entre autres, à l'analyse différenciée selon le genre, le fait que le poids de l'austérité se fait sentir beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Yannick va nous parler de l'impact sur le milieu des arts, le milieu de la culture, le milieu de l'éducation. Mais j'aimerais peut-être en parler de manière très générale, cet impact qualitatif de l'austérité. Il y a des effets à l'intérieur de l'État, il y a des effets dans la population. À l'intérieur de l'État, ces politiques d'austérité s'accompagnent d'une restructurite aiguë. Hein? On exige des transformations dans le fonctionnement de l'appareil d'État. C'est un processus de réforme des structures qui devient permanent. Alors, une réforme des structures, ça peut paraître comme l'idée qu'on va améliorer la performance, mais en fait, de l'intérieur, quand on parle aux gens dans le milieu, puis j'ai beaucoup parlé dans les derniers mois avec des gens qui sont à l'intérieur de l'appareil d'État, eux comprennent ça, vivent ça plutôt comme une désorganisation permanente. La réorganisation, c'est une désorganisation
permanente. Et cette désorganisation s'accompagne d'un sentiment d'impuissance, d'un sentiment d'être dénigré dans son travail, donc d'un effet de démobilisation, et d'un sentiment aussi de ne pas pouvoir faire ce qu'on pourrait faire si on en avait les moyens. Ça, c'est très, très important dans le milieu de la santé, mais même dans mon milieu à moi, dans le milieu de l'éducation aussi, on a ce sentiment d'être dépassé par ce qu'on devrait faire pour faire bien notre travail et de se faire priver constamment de moyens, et donc un effet d'épuisement, en fait, de démoralisation. Et je crois qu'il est recherché, malheureusement, cet effet. Je crois que ceux qui pensent ces politiques veulent ce sentiment, le cultivent, ce sentiment de démobilisation, parce qu'ils veulent amener un changement très profond. Et quand on veut amener ce genre de changement et qu'on veut le mener de manière unilatérale, c'est-à-dire de manière non négociée, qu'on veut l'imposer à travers des mesures unilatérales qui viennent du haut et qui descendent dans l'appareil d'État, eh bien, on a besoin de pouvoir frapper dans du mou. Et pour frapper dans du mou, il faut ramollir. Et je crois que ces politiques créent un effet voulu. Dans la population aussi, on a des effets. Hein. À l'extérieur, premièrement, une espèce de conviction qu'il faut que ça change, un sentiment d'urgence. Il faut régler le problème de la dette, sinon on va faire comme la Grèce. En même temps, un sentiment de frustration aussi. Oui, on aime nos services, oui, on aime nos CPE, nos cégeps, nos universités, nos hôpitaux, mais en même temps, frustration, mais comment ça que ça ne livre pas les services qu'on a besoin? Comment ça que ce n'est pas efficace? Et donc, un cynisme qui s'installe dans la population vis-à-vis du secteur public et vis-à-vis du modèle, je dirais, d'État-providence qui existe encore au Québec. Et encore là, ça sert des individus qui ont un agenda de changement radical. Ça permet aussi de créer un espace, une marge de manœuvre pour une grande rupture avec certaines valeurs qui sont importantes au Québec, qui remontent à la Révolution tranquille. Et je pense que c'est important de se rappeler que c'est ça le projet derrière l'austérité. Et c'est pas quelque chose, c'est pas un complot, c'est pas... Non, ça a été dit de toutes lettres par la commission que Godbout avait réunie, que Bachand avait réunie en 2010-2011. Le rapport signé par Godbout, Montmarquette, Pierre Fortin et celui dont j'oublie toujours le nom, qui était au HEC, excusez-moi, c'est pas grave, on le voit un peu moins maintenant, Robert Gagné. Ça a été écrit en toutes lettres. Il faut revoir de manière profonde le rapport de l'État aux citoyens au Québec. Il faut laisser plus de place au privé, il faut tarifer, il faut changer le modèle, finalement, social québécois. Ça a été répété par le rapport Godbout-Montmarquette qui a accompagné l'arrivée au pouvoir de Couillard au printemps passé. Ça a été dit sur toutes les tribunes par M. Coiteux. Dès qu'on le laisse parler un peu, il le dit. Devant l'Association des économistes du Québec, l'État est allé dire, écoutez, moi, de mon point de vue, que ce soit le privé ou le public qui donne les services, je m'en fous. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des services. Donc, ce n'est pas un agenda caché, ce n'est pas un complot. C'est un projet politique transparent, présenté à la population de manière répétée depuis plusieurs années et qui s'intensifie depuis un an. Et donc, je pense que c'est important de situer l'austérité dans ses effets, je dirais, plus qualitatifs. Ça crée ce que Naomi Klein a appelé un état de choc. Un état de choc qui permet une transformation profonde. Et ça, je pense que c'est important de prendre acte de cet état de choc. On veut, je crois, revoir profondément le modèle social québécois. Et je veux prendre 2 secondes pour parler un peu de la philosophie de ce changement, derrière ce changement. On a pu apprendre que M. Couillard avait un livre de chevet qui s'appelait « The Fourth Revolution ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Une petite plaquette écrite par des journalistes du Économiste sur la 4e révolution de l'État. Hein, donc, on a fait c'est un espèce de livre de pop économique. Et c'est très bon d'avoir du pop économie. C'est important même de vulgariser les concepts économiques. Alors ici, c'est je dirais, une école plutôt néolibérale, mais bon. Et donc, c'est une théorie des grandes transformations de l'État. La 3e révolution, c'est l'État-providence. Et la 4e révolution, c'est de passer au-delà de l'État-providence. Et
Je pense que pour comprendre un peu Couillard-Coiteux, peut-être deux mots sur ce que ce livre propose. Le constat que le livre fait, c'est que le 21e siècle sera un siècle de grande rivalité entre des empires économiques qui s'affrontent à armes inégales. Il y a d'un côté l'Asie, qui est en pleine croissance, qui est en situation de vouloir conquérir une certaine hégémonie, qui veut devenir le leader de l'économie mondiale, qui conteste l'hégémonie américaine et européenne, et qui a un modèle de développement économique très particulier, basé sur quelques propriétés. La première, c'est que les États qui connaissent des taux de croissance très élevés ne sont pas des démocraties. Ce sont des États autoritaires. Deuxième caractéristique de ces économies, c'est les économies qui se développent par un modèle agressif d'exportation. Et donc, tout l'effort de soutien économique est mis derrière ce projet d'exportation, donc tout l'effort de l'État. Troisièmement, c'est des États qui misent c'est des États dont la mission est resserrée autour de la formation de la main-d'œuvre et de l'accompagnement des entreprises qui veulent exporter. Quatrièmement, c'est des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de contre-pouvoir, ni environnemental, ni syndical, et ça nous donne un salariat qui n'a pas d'acquis sociaux à protéger, acquis sociaux qui impliquent inversement un certain poids sur les entreprises en termes de dépenses. Et donc, ça donne des économies beaucoup plus concurrentielles sur le plan environnemental et sur le plan du travail. Alors, ce que proposent nos économistes auteurs du Fourth Revolution, c'est une rénovation, une réforme de l'État qui permet aux États du centre, de l'ancien centre du 20e siècle, donc les États-Unis, ça inclut le Canada et l'Europe, d'affronter ces nouvelles puissances à armes égales. Et donc, le constat qu'on fait sur les transformations à amener, la première, c'est qu'il y a un excès de démocratie en Occident. Et il faut régler le problème. Il y a un excès de démocratie qui ralentit la capacité de faire des transformations. Il faut donc resserrer la démocratie. Et je vais montrer dans quelques minutes que c'est ce qu'on est en train de faire au Québec. Deuxièmement, il faut développer, à côté de l'ancien secteur, l'ancien marché du travail, où il y a toute cette lourdeur d'acquis sociaux, de présence syndicale, de réglementation environnementale, un autre secteur émergent où on n'a pas ce poids, on n'a pas ces poids. Donc, il faut amenuiser ce secteur pour laisser grandir ce nouveau secteur flexibilisé, plus agile, comme le dit tout le temps M. Coiteux. Et troisièmement, dans ces vieilles économies surdéveloppées sur le plan social, où est le gisement de croissance pour le secteur privé le plus important? Eh bien, il est dans l'économie publique. Il y a peu de gisement de croissance du côté manufacturier. Il y a peu de gisement de croissance du côté des services productifs. Pourquoi? Parce que c'est les deux secteurs qu'occupent actuellement les nouvelles puissances asiatiques. Et donc, qu'est-ce qui reste aux vieilles économies développées? Bien, il reste le secteur des ressources naturelles et il reste le secteur des services publics. Là, il y a beaucoup de place pour de la croissance économique et de la concurrence. Là, on peut être à armes égales avec les nouvelles puissances économiques émergentes. Et donc, non seulement il faut réduire la taille de l'État de manière à permettre un allègement du fardeau sur les entreprises, non seulement il faut réduire la taille de l'État de manière à avoir un salariat plus docile, plus flexibilisé, mais en même temps, ça crée une occasion de croissance inédite dans les vieilles économies du centre. C'est un gisement d'occasion d'affaires. En Angleterre, où on applique le plus drastiquement ce modèle depuis la crise de 2008, le secteur de fourniture privée de services publics, en termes d'emploi, représente aujourd'hui 6 % des emplois. C'est immense et c'est le secteur où le taux de croissance est le plus élevé. Et c'est ce modèle-là que regardent avec fascination et envie à la fois M. Coiteux et M. Litao et M. Couillard. Et c'est donc dire qu'on est devant non pas un effort pour rétablir une situation.
On n'est pas devant une tentative d'équilibrer quelque chose qui est en déséquilibre. On est devant un projet politique fort. Un projet politique qui est en gestation depuis plusieurs années et qui aujourd'hui se déploie massivement et qui a 3 ans devant lui pour se déployer, se construire et se consolider. Ce projet politique, il repose sur trois vecteurs de transformation. Un premier, c'est effectivement une transformation profonde de l'État de manière à transformer le modèle social, mais en même temps engendrer ces occasions de croissance. Deuxième assise, une politique de développement économique essentiellement basée sur l'accompagnement des grands exportateurs. On veut que le Québec devienne une plaque tournante qui accueille des investisseurs importants, mais ces investisseurs importants vont investir au Québec pour pouvoir importer des produits, les transformer et les renvoyer à l'extérieur. Donc, un modèle de développement économique tiré par la grande exportation. Et les PME vont s'arrimer à ça comme ils peuvent, comme fournisseurs, comme sous-traitants, comme on dit dans le milieu. Troisième assise, les ressources naturelles. Plan Nord 2, pétrole dans l'Est du Québec. Donc, les ressources naturelles comme troisième moteur de développement. C'est autour de ce projet-là que le gouvernement libéral construit sa politique économique et c'est en vue de la consolidation de ce projet-là qu'il agit. Et je pense que c'est important de situer un peu l'austérité à l'intérieur de cette vision très cohérente, très bien construite. Dans ce projet, il y a des choses qui sont dans les jambes. Il y a des choses qui nuisent, qui ralentissent. La première, c'était le fait que le Québec s'était doté d'une structure très décentralisée d'accompagnement des acteurs de développement économique. On avait un ensemble d'institutions au Québec qui permettaient, quand tu avais un projet de développement économique, soit dans la culture, soit dans le manufacturier, soit dans les ressources naturelles, il y avait un ensemble d'acteurs qui venaient et qui t'accompagnaient. Alors, cette décentralisation de la gouvernance économique, elle empêche le programme que nous proposent les libéraux et donc on doit le démanteler. Deuxièmement, le Québec est une anomalie sur le plan du droit du travail en Amérique du Nord. Le Québec a un taux de syndicalisation anormalement élevé du point de vue de la moyenne nord-américaine. On a, dans le secteur privé et public, donc des syndicats extrêmement importants. On a des organisations syndicales très centralisées, très puissantes, et ces organisations syndicales font partie du débat économique et politique comme nulle part ailleurs en Amérique du Nord. Alors ça aussi, il faut trouver une façon de le briser. Et en ce moment, une des assises les plus importantes du mouvement syndical québécois, c'est effectivement le secteur public. Si on est capable de casser le modèle d'emploi dans le secteur public basé sur l'emploi à temps plein avec permanence, eh bien, on est capable de diminuer le pouvoir de ces grandes centrales syndicales. Et ça, donc, c'est aussi quelque chose qui est profondément dans les jambes. Alors, ces deux, et donc, ça permet de comprendre un peu ce qui se trame derrière le programme de l'austérité. Peut-être un dernier élément avant de peut-être situer ça à l'intérieur d'une trajectoire du néolibéralisme. Peut-être un dernier élément. On n'est pas tout seul dans cette lutte contre l'austérité. C'est quelque chose qui engage l'ensemble du G20, en fait, les 20 plus grandes économies, donc toute l'Europe, toute l'Amérique du Nord, certains pays du Sud sont depuis 2010 pris à l'intérieur de cet engrenage de l'austérité. Et donc, il y a des luttes contre l'austérité un peu partout. C'est un mouvement global. Je pense que c'est une réponse très particulière à la crise de 2008-2010. Je pense que depuis 2010, le phénomène d'accélération du néolibéralisme, on le voit un peu partout, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Et donc, c'est pour moi un mouvement, je dirais, beaucoup plus global. J'aimerais maintenant situer, justement, je parle d'accélération du néolibéralisme, j'aimerais situer l'austérité québécoise dans
un peu retourner dans notre histoire pour comprendre pourquoi ça se passe de la manière que ça se passe. Je crois que au Québec, on a traversé un très long cycle, première phase de néolibéralisme de 82, qui s'est terminé en 2012. Et depuis 2012, on est entré dans un nouveau cycle. Et j'aimerais expliquer un peu la différence entre ces deux cycles. Les années 70, au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, un peu partout et même en Amérique latine, les années 70 sont des années de radicalisme salarial. C'est une période de contestation sociale extrêmement importante, mais aussi d'avancée des salariés un peu partout en Occident. Ce n'est pas une marche vers le socialisme ou une marche vers la révolution, non, mais c'est une période où les salariés se donnent des nouveaux droits, contestent les règles du jeu de l'économie capitaliste sans pour autant rompre entièrement avec le modèle du capitalisme avancé. C'est une période où il y avait vraiment un radicalisme salarial et on est plusieurs économistes, des gens en économie politique, à dire que la crise de 1900, la grande récession de 80 à 82, 83, c'est une crise économique qui vient mettre un terme à cette période de radicalisme. Et partout ailleurs, on a vu que cette récession s'accompagne d'une attaque frontale contre les institutions des salariés. On attaque les syndicats, on attaque le droit du travail. Je prends deux cas de figure très, très connus. Reagan qui s'attaque au contrôleur aérien, qui l'éclaire d'un coup et qui vient donc changer la nature du droit du travail aux États-Unis, qui lance la grande offensive qui va faire que pendant les années 80-90, le taux de syndicalisation dans le secteur privé aux États-Unis s'effondre totalement. Là, on est rendu en bas de 7 en ce moment. C'est un effondrement total. Le mouvement syndical est mis KO, est mis hors d'état de nuire de manière permanente pendant les années 80. En Angleterre, Thatcher s'en prend au plus puissant syndicat du Royaume-Uni, le syndicat des mineurs, et gagne la guerre. Au Québec, c'est une trajectoire très différente. C'est une trajectoire qui peut ressembler à ce qui s'est fait ailleurs dans certains pays nordiques. C'est René Lévesque qui est au pouvoir, et René Lévesque, on peut dire, et l'FTQ, les deux ensemble, la CSN et la CEQ à l'époque, la Centrale d'enseignement du Québec, restent dans une approche très militante, très contestataire, très radicale. Mais la FTQ et René Lévesque s'assoient ensemble. On a le Sommet pour l'emploi en 1982. Sommet pour l'emploi où on voit Louis Laberge, René Lévesque et Ghislain Dufour, qui était à l'époque conseil du patronat, porte-parole du conseil du patronat. Les trois s'assoient ensemble et bricolent, inventent. On peut dire que c'est le symbole de l'invention du modèle de concertation, du modèle d'accompagnement partenarial du néolibéralisme. On va entrer dans une période néolibérale. On va donc voir la fin de la Révolution tranquille, la fin de la construction de l'État-providence au Québec, la fin de la progression du droit du travail, la fin de la construction d'une économie mixte avec un secteur public extrêmement important, avec même une entrée du secteur public dans la production de biens et de services, pas juste dans la fourniture de services publics. On va voir la fin de ce mouvement-là. Mais en même temps, ça va se faire dans une démarche de négociation, de concertation, de constitution d'un ensemble à l'intérieur du Québec d'espaces de dialogue, de négociation, de consultation. Et on va vivre dans ce modèle-là jusqu'en 2012, de néolibéralisme de la concertation. Il va y avoir beaucoup de recul. Les frais de scolarité vont apparaître. On ne les avait pas avant au niveau universitaire. On va voir de plus en plus de services dans le domaine de la santé sortir du public et d'aller vers du côté du privé. On va voir donc un ensemble de reculs. Mais en même temps, il y a un ensemble de gains extrêmement importants qu'on fait pendant cette période-là. Sur le plan social, on a, et c'est essentiellement d'ailleurs le mouvement féministe qui l'amène, les congés parentaux, les CPE, c'est dans cette période-là. L'offensive sur l'équité salariale se fait dans ce contexte-là. Nos politiques de développement de la main-d'œuvre, nos politiques d'accompagnement en région d'entreprise. Donc, un ensemble de choses qui deviennent possibles dans ce contexte où le mouvement syndical, le mouvement patronal et l'État s'assoient ensemble. Et on a vécu donc une culture de la négociation, de la concertation, jusqu'en 2012. À partir de 2003-2004,
Jean Charest commence à vouloir démonter ce modèle. Mais on ne peut pas dire qu'il réussit, puis en fait, il recule pas mal par rapport à sa volonté de vouloir le défaire. À partir de 2010, le signal est envoyé par le gouvernement libéral. On veut sortir de ce modèle-là. Et pour moi, c'est véritablement au moment, en fait, tout comme le sommet sur l'emploi est le moment où on invente le modèle du néolibéralisme et de la concertation, le salon du plan Nord est le moment où on le tue. Et j'en ai parlé dans l'article que j'ai fait pour Liberté, c'est le moment où Jean Charest fait ses farces et tout le monde rit dans la salle. À l'extérieur, ce sont les partenaires traditionnels des gens qui sont dans la salle qui se font tabasser et passer à la lacrymo. Et à l'intérieur, on a la classe, l'élite d'affaires et un parti politique qui, ensemble, se disent « Nous, on a un projet collectif pour le Québec. Nous, les 1000 qui sommes ici, nous avons une idée d'où le Québec doit être dans 20 ans. On est tous d'accord sur ce programme-là. Et c'est nous qui allons décider de l'avenir du Québec, ce n'est pas eux. Et contre eux, on a une solution, ça s'appelle la matraque et le gaz lacrymogène. Et on peut dire que depuis 2012, on est tombé d'un néolibéralisme de la concertation dans une nouvelle phase qui est un néolibéralisme de la confrontation. On s'est fait, c'est ce que, comme je disais dans Liberté, on s'est fait mettre dans une lutte de classe, qu'on le veuille ou pas. La nouvelle façon de fonctionner au Québec, et on le voit vraiment avec le gouvernement Couillard, c'est trois caractéristiques. Premièrement, une très grande centralisation sur le plan politique. Toutes les structures décentralisées qui permettaient au mouvement syndical, aux groupes communautaires, aux groupes de femmes, aux groupes environnementaux, d'être partie prenante des décisions pour le meilleur ou pour le pire. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du modèle partenarial. Au contraire, il y avait plein de problèmes là-dedans. Je suis beaucoup plus à gauche que ça dans mes convictions, mais quand même, c'était ça qui existait. Eh bien, tout ça est en train, en fait, c'est quasiment fini le travail, mais est en train d'être démonté au profit d'une extrême centralisation du processus politique. Ça, c'est un recul de la démocratie au Québec, très clairement. En même temps qu'on défait toutes ces structures partenariales, on n'a jamais consulté autant. Moi, je le vois sur le front environnemental. Juste sur le domaine des hydrocarbures, je pense qu'on est pogné avec 4 ou 5 consultations en même temps sur ces questions-là. Mais ces consultations sont centralisées. C'est à Québec que ça se fait. Ce n'est pas dans ces structures qu'on a pu connaître par le passé. Donc, centralisation. Deuxièmement, confrontation. Quand on veut amener des changements maintenant, c'est plus en assoyant, comme Lucien Bouchard a pu faire pour le déficit zéro. On assoit tout le monde autour d'une table, un grand forum, et là, il faut trouver une solution ensemble. Non. Le nouveau modèle, depuis 2010, c'est qu'on choisit une cible qui va engendrer un conflit, on provoque le conflit, et à partir de ce moment-là, on amène les changements dans le conflit. Donc, un modèle de conflictualisation des débats sociaux au Québec. Et malheureusement, ça se traduit par des blessures, ça se traduit par de la répression politique, ça se traduit par un état de, entre guillemets, ce que la droite appelle le chaos social, c'est-à-dire une multiplication des conflits physiques dans la société. Et ça, on le voit actuellement. On le voit avec ce qui s'est passé à Québec quand une jeune cégepienne a reçu un tir d'une canette lacrymogène dans l'œil. On le voit, donc ça se traduit très concrètement par de la confrontation physique et par de la répression politique. La répression, on le voit dans mon université avec ces 9 personnes qu'on tente d'exclure. Hein, c'est nouveau pour nous de vivre cet état de répression qu'on n'a pas connu peut-être depuis, en fait, les années 70, début des années 70. Troisième caractéristique, une assise de classe extrêmement étroite. Le Parti libéral d'avant, celui de Robert Bourassa, même celui de Jean Charest, du premier Jean Charest, c'était pas juste l'élite d'affaires qui était l'assise du Parti libéral, pas juste le grand patronat. Non, c'était les chambres de commerce en région, les maires des villes en région. C'était donc une assise beaucoup plus large. Aujourd'hui, le Parti libéral, son assise sociale réelle, c'est le Conseil du patronat. Et par ailleurs, on s'accote un peu paresseusement sur la classe moyenne en la divisant contre elle-même, en divisant la classe moyenne entre salariés et contribuables. On invente une fausse division dans la classe moyenne, mais ça, c'est un appui populiste, ce n'est pas un appui réel. L'appui réel, c'est-à-dire les intérêts pour lesquels gouverne le Parti libéral, c'est quasiment exclusivement, et c'est grossier, là, on le voit, là,
exclusivement l'élite d'affaires des grandes entreprises. Et donc, ces trois valeurs-là sont les trois valeurs de ce nouveau néolibéralisme dont l'austérité, pour moi, est tout simplement une période d'accélération. Mais c'est quelque chose, je dirais, de beaucoup plus long. C'est donc un nouveau cycle qui s'ouvre. Et j'en arrive à la troisième caractéristique, au quatrième point de mon exposé. C'est dans ce nouveau cycle que nous devons nous positionner. Je pense que c'est finalement là où je vais en venir. La première chose que j'aimerais dire de ce nouveau cycle qui s'ouvre devant nous, c'est que sur le plan économique, il y a quand même des anomalies, je dirais. Excusez-moi, je retourne dans mes notes en arrière. Des anomalies. C'est une nouvelle économie qui nous confronte depuis 2008-2009. Elle était déjà là, je pense, depuis les années 90, mais depuis la crise, elle est devenue beaucoup plus facile à saisir dans ses caractéristiques. Et cette nouvelle économie engendre, je pense, ce nouveau cycle aussi politique. C'est pas juste le Québec, encore là, c'est toutes les économies développées. Pourquoi tous les gouvernements adoptent des politiques d'austérité en 2010 quand on n'est même pas encore sorti de la récession? On n'a pas relancé nos économies. De 2008 à 2010, tous les gouvernements sont keynésiens. On soutient, on dépense, on nationalise des banques pour les sauver, on nationalise General Motors pour la sauver. On agit comme un gouvernement social-démocrate des années 50. Puis ça marche. On sauve le capitalisme de sa pire crise depuis 1929, parce qu'on ne veut pas retourner aux années 30. Ça marche. Pourquoi qu'en 2010, on arrête, tout le monde pèse sur le frein? C'est la nouvelle économie dans laquelle on est qui nous permet de comprendre pourquoi on a arrêté, puis qu'on a viré de bord et qu'on s'est mis à faire de l'austérité plutôt que de la stimulation. Parce qu'en 2010, l'économie financière est retombée sur ses pieds. Ça va bien, les banques sont sauvées, les bourses recommencent à faire des gains, l'économie financière s'est remise. Oui, on est inquiet de la dette de certains États, européens, mais c'est une occasion d'affaires immense pour les banques qui sont capables de spéculer sur la faillite de ces États-là. En 2010, l'économie financière qui était sur le point de l'effondrement total en 2008. Total. En 2010, elle a retrouvé ses pieds. Non seulement ça, elle sait que les banques centrales vont tout faire pour la suivre. Et c'est ce que la Réserve fédérale a fait après, de 2010 jusqu'en 2014, avec sa politique d'injection de liquidité constante dans l'économie financière. Quand la Fed a arrêté, oups, la Banque centrale européenne a pris la relève. Donc, ils savent, eux, qu'ils sont capables d'aller chercher le soutien de l'État pour leurs activités. Donc, en 2010, l'économie financière décolle. Elle est sur une trajectoire depuis de croissance très forte. L'économie réelle, telle que mesurée par le PIB, produit intérieur brut, donc la somme des produits, des biens et des services qui sont produits dans une économie pendant un an, est moribonde. On n'est pas en récession, mais on a des taux de croissance anémiques, mais on a surtout des taux de croissance de cette économie incapables de soutenir les dépenses publiques traditionnelles d'un État tel qu'il s'est constitué depuis la Deuxième Guerre mondiale. On n'a plus la croissance. Effectivement, on n'a plus la croissance qui nous permet... Notre économie est à 2 %, le gouvernement est à 4 dans la croissance de ses dépenses. Effectivement, il y a un décrochage là. Mais on constate, en même temps, qu'on regarde cette économie réelle de production de biens et de services, c'est très curieux ce qui se passe là-dedans. Quand vous regardez les profits des grandes entreprises, ça va bien. Quand vous regardez le salaire des grands cadres de ces entreprises, ça va bien. Quand vous regardez les dividendes que versent ces grandes entreprises à leurs actionnaires, ça va super bien. Quand vous regardez les économies sur lesquelles sont assises ces grandes entreprises, 640 milliards pour le Canada, 111 milliards pour le Québec, ça va très bien. En fait, ce nouveau modèle, ce nouveau cycle d'accumulation capitaliste, pour être un peu plus précis, est un cycle fondé sur une croissance plus lente, mais à l'intérieur de laquelle on est capable d'extraire une rente financière. Pour faire vivre cette économie financière, elle, qui est très dynamique. Et donc, si vous vivez comme salarié dans cette économie réelle, si les biens et les services dont vous avez besoin
sont produits par un État qui est financé sur cette économie réelle, eh bien, vous êtes dans le trouble. Si, au contraire, vous vivez des revenus générés par l'économie financière, ça va extrêmement bien. J'ai pas les chiffres. Je pense qu'Evelyne, ou en tout cas l'IRIS, a refait les calculs pour le 1 versus le 99 depuis 2008, la crise. Moi, les seuls chiffres que j'ai, c'est ceux que Simon Tremblay-Pépin m'a donnés pour 2009 à 2011. Vraiment le moment là, tournant dans la crise. Eh bien, 2009 à 2011, si vous êtes dans les 90 et en bas, vos revenus ont reculé d'1 %. Ce qui est normal, on est en crise. Mais si vous étiez dans le 1 vos revenus ont augmenté de 3,9 %. Ça va bien. Et donc, on a deux économies. Et on a deux trajectoires extrêmement différentes. Et donc, le nouveau cycle qui s'ouvre, c'est un cycle politique avec trois grandes caractéristiques: centralisation, conflictualisation et assise de classe très étroite, avec un populisme pour aller chercher un consensus par après. Mais sur le plan économique, c'est un cycle qui va être marqué de plus en plus par cette curieuse conjoncture économique, d'une économie financière en pleine explosion, d'une économie réelle, moribonde, mais à l'intérieur de laquelle on trouve des îlots de croissance qui sont ces grandes entreprises exportatrices, qui sont branchées sur l'économie mondiale. C'est comme si les capitalistes, pour prendre une catégorie très large, puis par capitaliste, je n'ai pas quelqu'un avec un cigare et un chapeau melon, je pense aux grandes entreprises. C'est comme si, je parle de la fonction capitaliste du point de vue économique, c'est comme si donc les capitalistes n'avaient plus besoin de croissance économique. Et ceux qui ont besoin de croissance économique, c'est les salariés. On en est rendu que ce sont les syndicats qui s'indignent du taux d'investissement dans l'économie. C'est les syndicats qui disent aux capitalistes: mais investissez donc vos liquidités, arrêtez de rien faire. C'est quand même le monde à l'envers. La job d'un syndicat, c'est de faire la grève pour aller chercher une partie de la valeur ajoutée puis le transformer en salaire. La job d'un capitaliste, c'est d'investir pour générer des profits. Là, on a des capitalistes qui pigent dans la valeur ajoutée de manière parasitaire pour augmenter les dividendes des actionnaires. Puis on a des travailleurs qui font quasiment la grève pour que leur entreprise investisse. C'est un cycle très particulier. Et ça nous confronte dans le type de résistance qu'on peut amener à l'austérité. Parce que la solution la plus facile à l'austérité, la réponse qu'on peut donner comme progressiste, la plus simple, elle est keynésienne. C'est de dire le gouvernement doit stimuler l'économie en dépensant. Cette dépense va engendrer des effets dans l'économie qui va augmenter la croissance économique. Cette croissance élargie va augmenter les revenus et on va pouvoir élargir le bassin de services qu'on donne à la population. Plus de croissance économique, plus de revenus pour l'État, plus de revenus pour l'État, redéploiement d'une période, redéploiement de nos services publics ou reconstruction de notre service public, redéploiement des droits sociaux. C'est un cycle positif auquel s'accompagne une meilleure fiscalité capable d'aller chercher les revenus là où ils sont, c'est-à-dire l'argent qui dort auprès des grandes entreprises ou l'argent qui s'accumule à l'intérieur de la classe des 1 %. Ce discours-là, il est facile, non seulement parce qu'il permet de perpétuer le statu quo, mais en plus parce que c'est vrai, parce qu'il est tout à fait juste. Ça marcherait. Il n'y a rien qui nous empêcherait, comme société, de financer le statu quo. Plus de croissance économique, plus de consommation, plus de 15-40, plus d'impôts qui rentrent dans les coffres de l'État, plus de services de santé, plus d'expansion de l'éducation, plus de subventions pour les artistes, pour les entreprises de pointe, plus de recherche et développement. Ce modèle-là pourrait fonctionner. On pourrait avoir un État keynésien social efficace, capable de répondre aux défis de nos sociétés avec les valeurs qu'on... Donc, le statu quo, il est tout à fait possible et on peut le défendre. Et comme économiste, mais en même temps, n'est-ce pas le monde à l'envers que ce soit les salariés qui demandent aux entreprises d'investir, qui sont demandeurs de croissance économique? Et donc, on peut se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas résister à l'austérité à partir d'une autre position?
est-ce qu'on ne pourrait pas, puis je vais pas aller très loin là-dedans, je vais m'arrêter très bientôt, mais est-ce qu'on ne pourrait pas résister à l'austérité au nom d'un projet social différent? Est-ce qu'il n'y aurait pas des impératifs autres que ceux de la consommation qui pourraient élargir, qui pourraient être ceux qui nourrissent notre résistance? Alors moi, j'en vois deux immédiatement. Il y a un impératif écologique qui est là. On ne peut pas continuer juste à croître comme on a cru au 20e siècle. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'éloigner de la croissance économique. C'est beaucoup plus compliqué qu'une question de croissance-décroissance. Ou comme je le dis souvent, ça va prendre beaucoup de croissance pour avoir de la décroissance. Mais ce qui est clair, c'est que le modèle de développement économique qui nous a permis d'élargir la tarte pour avoir une plus grande part pour tout le monde, plus de profit, plus de salaire, ce modèle-là, tel qu'il s'est constitué au 20e siècle, ne peut pas continuer au 21e siècle. C'est impossible. Et deuxièmement, deuxième impératif, je pense, on a un impératif, je dirais, moral, de faire autre chose avec notre productivité que juste de consommer plus de choses qui brisent plus rapidement. Hein? On a, je vais le dire autrement, là, on surproduit, OK, on surproduit. Il faut-tu qu'on surconsomme? Si on continue à surproduire pour surconsommer, on va continuer à surtravailler. C'est ce qu'on a proposé à nos enfants, à nos petits-enfants, du surtravail. Le mot surtravail, je l'utilise à dessein, mais le mot dans la culture commune, là, c'est le plein emploi. Revendiquer du plein emploi, hein, c'est ce que le mouvement social a fait depuis les années 30, qu'on revendique du plein emploi, c'est d'exiger que tout gain de productivité se traduise par plus de travail. Peut-être qu'on devrait commencer à se dire qu'un gain de productivité pourrait se traduire par du temps libre, par autre chose que du plein emploi. Et donc là, on a deux, je pense, deux impératifs qui nous permettraient de penser autrement notre résistance à l'austérité. Parce que, puis je vais terminer là-dessus, je ne sais pas, je ne vois pas Philippe, en termes de temps, je suis rendu où? C'est bon, hein, j'ai le temps que je conclue? Parce que ce n'est pas une petite bataille qui nous attend, ce n'est pas une mobilisation d'un printemps ou d'un automne. C'est une longue lutte qui nous attend. C'est une longue lutte parce que le projet qu'on nous présente et le projet qui se déploie sur le Québec est un projet qui a été pensé dans le long terme et qui est fait pour avoir des effets dans le long terme. Et donc, je pense que, oui, on peut résister au nom du statu quo, on peut désirer profondément le statu quo, parce que c'est ça dans quoi on est confortable, mais malheureusement, ceux qui sont en face de nous sont déjà ailleurs. Et c'est à nous de les rejoindre dans cet ailleurs avec un modèle différent. Et qu'est-ce que peut être ce modèle? Je pense que ça, c'est le débat qu'on doit avoir collectivement, pas aujourd'hui nécessairement, mais je pense qu'on doit l'avoir, on doit commencer à penser à cet ailleurs. C'est la seule force qui va nous permettre d'efficacement, de rentrer efficacement dans cette lutte à long terme contre l'austérité, c'est-à-dire donc une lutte de plusieurs années et non pas juste d'une saison ou deux. Alors voilà ce que j'avais à partager avec vous cet après-midi.